Ok, bon. Bon, j'ai vu les noms qui sont sur la liste. Certains sont des stars. J'espère que je vais faire l'affaire. Bon, bah, bonjour à tous. Je vais vous parler donc de TDD avec WinDev. C'est une pratique qui est pas forcément très connue dans la communauté PCsoft. Donc, je vais essayer de vous présenter ce qu'il en est. Donc, je vais déjà commencer par me présenter. Je m'appelle Jonathan Laurent. Je suis un développeur WinDev depuis 2006. J'étais chez un éditeur logiciel. J'ai fait qu'une seule boîte là-bas et j'ai quitté cette société pour me mettre à mon compte en 2019. Heu, Pourquoi j'ai quitté cette société? Tout simplement parce que je voulais pouvoir travailler avec ma méthode de développement qui est TDD et il s'avère que à l'époque, cette méthode n'était pas forcément acceptée par ma boîte et du coup, j'ai voulu partir pour pouvoir le faire, pour pouvoir travailler à ma sauce et surtout pour pouvoir évoluer. Je suis devenu coach formateur, en 2020. Je travaille avec un client qui est en Belgique. Ça va faire 1 an, j'accompagne les développeurs pour progresser, pour leur apprendre, TDD, clean code et aussi, quand ils seront prêts, la clean architecture. Pour ceux qui connaissent, je suis l'auteur du blog, www.itresa.dev. C'est un blog qui parle, en très grande partie de WinDev, mais pas que. Heu, j'essaie d'aborder pas mal de sujets, des astuces sur WinDev et des techniques, sur la qualité du code, heu et un peu de TDD. Le blog n'est plus très à jour, mais bon, il y a quand même déjà du contenu. Et puis surtout, une de mes principales fiertés, c'est que je suis le créateur du framework de test WXUnit dont on va parler aujourd'hui. Et ce framework de test, fonctionne pour WinDev et permet donc de faire des tests unitaires, des tests automatiques. La présentation va avoir 2 parties. Tout d'abord, on va parler des tests automatisés avec WinDev et une fois qu'on saura ce qu'est un test automatisé, on va pouvoir aborder TDD, donc Test Driven Development. Voilà. Donc dans les tests automatiques, on va commencer par présenter les tests automatiques et on va voir qu'il y a 3 manières de tester. Donc il y a 3 manières d'utiliser les tests automatiques: le no test, le test after et le test first. Donc, le no-test, qu'est-ce que c'est? Bah, c'est tout simplement ce qu'on fait quand on n'a pas de test automatique. Bah, on ne les utilise pas, on écrit seulement notre code de production et on teste à la main. Donc, c'est une pratique qui a énormément d'avantages. Tout d'abord, bah, les tests sont plus faciles et rapides à écrire. Et ensuite, le framework de test est beaucoup plus facile à écrire, beaucoup plus facile à utiliser. Pourquoi? Tout simplement parce qu'il n'y a pas de test unitaire, il n'y a pas de test automatique, donc il n'y a pas besoin d'apprendre à manipuler ça. Mais par contre, cette méthode a de nombreux désavantages. Donc tout d'abord, lorsqu'on n'a pas de test automatique, bah, chaque fois qu'on veut tester un bout de code qu'on a écrit, on doit le faire à la main. Et donc le faire à la main, bah, ça peut prendre du temps. Ça peut engendrer des erreurs. Si on veut refaire le même test, bah, on ne peut pas le répéter de manière automatique. Il faut tout refaire à nouveau à la main. Donc là, à nouveau, c'est encore du temps perdu. C'est encore un risque d'erreur. Quand on veut tester notre bout de code, on ne va tester qu'une seule chose. On ne peut pas tester tous les autres bouts de code qu'on a écrits. On ne peut pas tester l'ensemble de son programme. On ne teste que la chose sur laquelle on est en train de travailler. Et dans cette chose sur laquelle on est en train de travailler, on ne teste qu'un tout petit bout. Si on souhaite tout tester, bah, il faut refaire tous les tests manuellement. Donc, ce qui nous fait perdre énormément de temps. Et donc, j'en ai déjà parlé, quand on fait un test manuel, il y a toujours un risque d'erreur. On peut cliquer au mauvais endroit, on peut saisir la mauvaise valeur. Et lorsque on a un test qui prend une dizaine d'étapes, on met 20 ou 30 secondes à se mettre dans les conditions de test et que là, on se rend compte
qu'on a cliqué sur le mauvais bouton, et ben, c'est encore du temps perdu, il faut recommencer le test. Donc voilà, le no-test, c'est la manière de faire traditionnelle dans ce que j'ai constaté dans la communauté PC Soft. Euh, on n'est pas habitué à automatiser les tests et donc chaque fois qu'on teste, on y passe un temps monstrueux. Et c'est pour ça donc que je me suis intéressé à la méthode TDD et aux tests automatiques. C'est parce que ce temps-là passé à tester fait perdre énormément de temps. Donc, une fois qu'on a décidé de sauter le pas, on va commencer à mettre des tests dans l'application. Donc ça s'appelle des tests after. Pourquoi? Tout simplement, on a écrit le code de production et juste après, on va écrire les tests. Donc, test after, c'est on écrit les tests après le code de production. Donc, il y a des avantages à utiliser le test after. Déjà, un des premiers avantages, c'est qu'on peut écrire les tests quand on le souhaite. Ah, je veux rajouter un test, je peux le rajouter. Donc, je ne suis pas conditionné à mettre le test à un moment précis dans mon cycle de développement. Je le mets quand je le souhaite. Donc, c'est quand même un avantage. Et un deuxième avantage, c'est que tous les tests que j'ai écrits, je peux les rejouer à la demande. Donc ça me fait gagner beaucoup de temps par rapport aux no-tests. C'est que je n'ai pas besoin de rejouer mes tests manuellement. Je n'ai pas besoin je diminue le risque d'erreur, de faire une fausse manip. Et je peux jouer tous les tests d'un coup. Donc, ça me permet de tester toute mon application. Mais par contre, il y a des petits inconvénients. Alors, tout d'abord, lorsqu'on fait du test after, écrire un test est très, 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 très compliqué parce que le code de production qu'on a écrit, bah, il n'a pas été écrit pour être testé. Du coup, pour venir placer un test qui soit efficace, qui fasse le travail, donc qui vérifie ce qui a vérifié, eh ben, ça peut être très compliqué. Donc, on peut passer beaucoup de temps pour écrire ce test après coup. Par exemple, si on fait un ajout d'un client dans la base de données, eh bien, il va falloir aller vérifier dans la base de données que le client a été ajouté. Mais parfois, le fait d'aller lire la base de données, ça implique d'aller chercher des briques de code qui sont à gauche, à droite. Donc, le test devient très, très lourd à écrire, très compliqué. Et un deuxième inconvénient, qui n'est pas des moindres, c'est qu'on peut écrire les tests quand on le souhaite. Donc, j'ai dit que c'était un avantage, mais c'est surtout un désavantage parce que qui dit on écrit les tests quand on le souhaite, ça veut dire bah, qu'on les écrit jamais. Et si on les écrit jamais, bah, on retourne sur le no-test. Donc, pour pallier à ça, on a le test first. Donc, le test first, c'est le fait d'écrire les tests avant le code de production. Les tests sont en premier. Donc là, on commence à se rapprocher de la notion de TDD. Donc, il y a des avantages. Bah, on peut toujours rejouer les tests à la demande, comme dans le test after. Donc ça, c'est l'intérêt principal des tests automatisés, de pouvoir jouer les tests chaque fois qu'on le souhaite. Et surtout, bah, les tests sont plus faciles à écrire parce qu'on a, on a écrit notre test de la manière comme on le souhaite. Et après ça, va découler l'écriture du code de production. Et du coup, le code de production devra s'aligner sur les tests, donc il sera beaucoup plus facile à tester. On passe beaucoup moins de temps à écrire des tests quand on est en test first qu'en test after. Donc c'est un net avantage. Et il y a un inconvénient qui est majeur, mais c'est valable pour le test after aussi, c'est qu'il faut apprendre à écrire les tests. Et ça, c'est un sacré travail. Donc, en règle générale, il faut passer du temps, il faut s'exercer pour apprendre à écrire ses tests. Ce n'est pas forcément quelque chose que l'on peut faire du jour au lendemain. Et donc, moi, la formation, là, on parle de TDD. Donc, TDD, qu'est-ce que ça vient faire là-dedans? Il y a le test, le no-test, le test first et le test after. Où vient se placer TDD dedans? Eh bien, je vais vous inviter à répéter après moi. TDD, ce n'est pas une méthode de test. TDD, c'est une méthode de développement. Il faut bien mémoriser ça. Avec TDD,
on développe. TDD, son objectif, ce n'est pas de tester. C'est un des bénéfices de l'utilisation de TDD que d'avoir des tests, mais on va le voir un petit peu plus tard quand je parlerai de TDD, ça sert à développer. Et ça, il faut bien le comprendre parce qu'il y a souvent un amalgame qui est fait. Beaucoup de personnes pensent que TDD, ça sert à tester. Et lorsqu'on part sur ce principe-là, eh bien, il y a de fortes chances que la mise en place de TDD dans un projet soit un échec. Donc, je vais aborder maintenant les différents types de tests. Enfin, ça va être juste une petite liste exhaustive, heu, histoire de vous donner un vocabulaire pour ceux qui ne connaissent pas. Donc, il y a le test unitaire. Le test unitaire, donc c'est un test, hem, qui est indépendant des autres, qui est isolé. C'est-à-dire, bon, déjà, il doit fonctionner tout seul. S'il y a un autre test unitaire qui vient le perturber, bah, c'est plus un test unitaire. Il fonctionne de manière isolée de tout ce qui est infrastructure, de tout ce qui est externe à notre projet. Donc, tous les éléments sur lesquels on n'a pas le contrôle, base de données, éventuellement l'interface graphique, les services REST, les web services, etc. Tout ça, on va faire en sorte que ça n'apparaisse pas dans le test unitaire. Donc, de ce fait, le test unitaire va être un test qui va être très rapide à exécuter et ça va être, en règle générale, les principaux tests que l'on a dans nos projets. On a ensuite le test d'acceptation. Certaines personnes disent test d'acceptance. Il me semble que le bon terme, c'est test d'acceptation. Donc, le test d'acceptation, en gros, c'est un test unitaire, mais il a une particularité, c'est que dans son lexique, enfin dans la manière dont il est écrit, il est très proche du métier. Donc, si quelqu'un du métier qui n'est pas codeur vient lire un test d'acceptation, bah, il aura beaucoup plus de facilité à le comprendre qu'à comprendre le test unitaire. Donc, le test d'acceptation sert à valider le fait qu'on ait bien respecté une règle métier. Ensuite, on a le test d'intégration. Donc, contrairement au test unitaire où on ne cherche pas à tester l'infrastructure, tout ce qui est extérieur au projet, le test d'intégration, lui, enfin, qui est extérieur aux règles métiers, le test d'intégration, lui, va venir tester directement les éléments extérieurs, comme la base de données. On peut aussi s'en servir pour l'IHM dans certains cas, ou les web services, les clients, les services REST, etc. Donc là, dans le test d'intégration, on n'aura aucune notion métier. On va seulement avoir des notions d'ordre infrastructure. Et enfin, on a le test de bout en bout. Donc, le test de bout en bout, c'est globalement le test qui part de l'interface graphique et qui va jusqu'à l'infrastructure, la base de données, en passant par les règles métiers. Donc, ces tests-là sont très longs et très coûteux. On évite d'en faire beaucoup. Et c'est un test automatisé, mais de manière générale, ça correspond à peu près à ce que l'on fait quand on teste à la main. Voilà. Donc, ça, ce sont les différents tests, les plus cités. Je vous invite, voilà, à les étudier. On n'en parlera pas beaucoup, on n'en parlera pas plus dans cette présentation, mais je trouvais pertinent de savoir que ça existe. Voilà, donc, avant que je continue, est-ce que vous avez des questions sur ce qu'on vient de voir? Non, pas de questions? Bon, bah, on continue alors. Alors maintenant, on va voir les frameworks de test. Donc le premier framework de test, c'est le framework de WinDev. Donc si je ne me trompe pas, WinDev propose un framework de test depuis la version 12 et peut-être même avant. Globalement, il intègre un automate de test qui permet de jouer des tests à partir de l'IHM. Donc moi, je ne parlerai pas du tout des tests effectués via l'automate parce que ça, ce sont des tests d'IHM. On peut considérer que c'est une sorte d'outil pour faire des tests de bout en bout. Heu, mais le problème, c'est que chaque fois que l'on casse l'IHM, enfin que l'on modifie l'IHM, il y a un fort risque de casser les tests. Donc c'est un outil que je n'utilise pas beaucoup. Pour les tests, il y a plusieurs, fonctions, qui sont disponibles. Donc, je vous mettrai à disposition, le le slide.
Et donc, il y a des fonctions spécifiques au test qui regroupent des fonctions qui permettent, par exemple, de faire un test vérifie égalité, test vérifie différence, test vérifie vrai, test vérifie faux. Donc, ce sont des tests spécifiques au test qu'on trouve dans la plupart des frameworks. Il y a aussi des fonctions un peu équivalentes que l'on peut utiliser, DBG vérifie égalité, DBG vérifie différence, etc. Donc voilà, ça permet de vérifier, donc ça permet de mettre en place des assertions et de vérifier que notre code a effectué ce qu'on attend, de vérifier qu'il nous renvoie bien la valeur attendue. Et on a aussi des fonctions de pilotage, donc là, c'est lié à l'automate de test. J'ai mis un lien aussi vers ça parce que ça peut toujours être intéressant pour ceux qui veulent aller plus loin. Voilà. Et maintenant, je vais vous faire un petit exemple de test avec WinDev. Alors, je vais partager mon WinDev. Donc là, j'ai besoin de partager que ça. Et donc, je vais vous montrer comment fonctionnent les tests automatiques en WinDev. Donc, il suffit tout simplement de créer un nouveau test. Ça se passe ici, test. On fait nouveau test, ou un raccourci que j'aime bien, CTRL-N, automatisation et test automatique. On va appeler le test, lui donner un nom. Donc là, pour le besoin de la présentation, je ne vais pas lui mettre de nom. Je vais juste montrer comment se passe l'interface. Donc, on crée notre test. Ici, on a plusieurs scénarios de test. On peut en créer d'autres. Si je crée un nouveau scénario, donc voilà, on se retrouve avec plusieurs scénarios et on va pouvoir mettre en place des tests. Donc, on va pouvoir utiliser les fonctions test vérifie égalité. Et donc là, par exemple, je vais vérifier que la valeur de gauche, donc obtained expression, va être égale à la valeur de droite, donc expected expression. Donc, par exemple, si je mets la valeur 5 et la valeur 5 et que je lance mes tests, je vais avoir ce petit écran qui va s'afficher. Alors, il y a un petit bug graphique qui fait qu'on ne voit pas toute la colonne, mais là, je vois que tous mes tests sont ouverts, tout est passé. Si par contre, je change la valeur, je veux vérifier que 5 est égal à 6, c'est une erreur. Je vais relancer mes tests et je vais me rendre compte que j'attendais 6, mais que j'ai reçu 5. Donc voilà, on peut y mettre quelques paramètres, mettre un commentaire, mettre éventuellement des paramètres. Donc si je relance mes tests, voilà, j'ai le commentaire qui s'affiche en tout. Ça permet d'avoir des informations supplémentaires sur les tests. Donc voilà. Ensuite, le reste, c'est du code W langage. On peut appeler des fonctions, des classes, on peut faire tout ce qu'on veut. C'est du code traditionnel. Éventuellement, on peut faire des opérations avant d'exécuter le test, notamment utiliser la méthode test ajoute itération. Et là, on va pouvoir mettre des paramètres. Donc, ça, c'est une fonctionnalité qui est intéressante. Ça permet de faire ce qu'on appelle des tests paramétrés. Si, par exemple, je veux vérifier une valeur, number is int, eh bien, je veux vérifier si mon nombre est égal à 5, à 6. Eh bien, je vais pouvoir mettre en place un premier test et je vais en mettre un deuxième avec plusieurs valeurs différentes. Donc là, dites-vous bien qu'on peut mettre, je mets une constante, mais on peut mettre une variable ou on peut surtout mettre une fonction ou un appel de méthode de classe. Je vais lancer mes tests. Et là, je vais voir que pour mon scénario 1, donc celui-là, j'ai 3 itérations. Et pour chaque itération, ça va m'indiquer celles qui ont réussi, celles qui ont échoué. Donc voilà, là, on a vu la plupart des options pour les tests WinDev. Donc, il y a beaucoup de choses à apprendre là-dedans. Tout ce que je vais vous présenter ensuite sur l'autre framework de test, vous pourrez éventuellement l'utiliser dans les scénarios de WinDev avec, par contre, les fonctions propres à WinDev.
on va maintenant retourner sur le slide. Alors, donc, je vous ai montré donc à l'instant le framework de test de WinDev, mais j'ai constaté à force de l'utiliser qu'il y avait déjà des lenteurs d'affichage des résultats. Parfois, il m'arrive que les résultats ne s'affichent pas. Souvent, c'est quand on lance un test individuellement. Je lance un seul test, ça m'arrive que le résultat s'affiche en attente d'affichage ou en attente de résultat. Ce n'est pas très pratique quand on veut avoir une réponse très rapide. Parfois, ça m'est arrivé que lorsque j'éditais le code d'un test, il se retrouvait en lecture seule. Je ne pouvais pas modifier mon code de test, je devais fermer ma fenêtre, la réouvrir d'une certaine manière pour que je puisse éditer mon code. Donc, quand on est habitué à switcher rapidement du code de test au code de production, comme je vais vous montrer tout à l'heure, ça, c'est quelque chose qui peut être très contraignant. Pour faire du TDD, c'est assez embêtant. Et puis ensuite, quelque chose que j'ai constaté, plus il y a de fichiers de test, plus les tests sont longs à exécuter. Et ça, c'est quelque chose qui était rédhibitoire. Et donc, je me suis dit, non, ça ne peut plus continuer comme ça. Alors, j'ai écrit le framework WXUnit. Donc, avant de passer à la suite, est-ce que quelqu'un a des questions? Toujours pas de questions? Bon, parfait. Alors, on continue. Alors, WXUnit. Donc, c'est un framework de test qui est open source, que j'ai écrit. Alors, les raisons pour lesquelles je l'ai écrit, eh bien, tout simplement, je lisais le livre Test Driven Development by Example de Ken Beck, si je ne me trompe pas, donc, qui va participer au Meetup. Je trouve ça génial. Dans ce livre, donc, il présente TDD, et puis un des cas pratiques qu'il présente, c'est le fait d'écrire son propre système d'harcèlement. La deuxième fois que je lis ce livre, ça serait bien de le mettre en pratique pour voir ce que ça donne. Et donc, j'avais besoin d'un framework de test. J'en avais déjà écrit un premier qui ne me convenait pas. Et je me suis dit, donc, je vais partir sur celui-là. Et donc, WXUnit est né. Donc, pour la distribution de WXUnit, donc il est distribué sous forme de composants internes. Donc, il s'intègre très facilement dans les projets. Et il est compatible avec la version 25 de WinDev et les versions postérieures. Éventuellement, j'ai fait une version 23 que j'ai déjà distribuée une fois ou deux, mais c'est une version qui est vraiment dépassée et qui maintenant n'a plus les mêmes avantages que la version 25. Donc voilà, la vraie version, c'est la version 25 que vous pouvez trouver donc sur mon GitLab. Et WXUnit fonctionne avec un utilitaire WXUnit Viewer. Cet utilitaire permet d'afficher les résultats parce que malheureusement, je ne peux pas prendre la main dans WinDev pour afficher mes résultats. Donc, j'ai dû trouver une solution. Donc, une des solutions est de fournir un outil externe. Mais si jamais vous étudiez WXUnit, vous verrez, non, je n'en parlerai pas, vous verrez que vous pouvez exporter les résultats. Alors, WXUnit, la mise en place. Alors, donc la mise en place est très facile. On commence par télécharger le projet donc WXUnit sur GitLab. Il y a un lien dans le slide. Ensuite, on crée un projet WinDev. On intègre ensuite dans ce projet WinDev le composant CIWXUnit qui se trouve donc dans le projet WXUnit. On va créer ensuite une fenêtre à partir du modèle de fenêtre FMTest qui est fourni avec le composant. On ajoute le code suivant dans les déclarations globales de la fenêtre que l'on vient de créer pour créer nos tests. Donc, à test TU-test. Donc, TU-test est notre classe de test. Donc, WXUnit a une particularité, c'est qu'au lieu de travailler avec des fichiers de test, il travaille avec des classes de test. Donc, TU-test est une classe qui hérite de la classe cTestCase. Ensuite, la commande launch unit test permet de lancer tous les tests unitaires qui ont été ajoutés. Alors,
Ça s'appelle Launch Unit Test, mais il faut savoir qu'on peut aussi s'en servir pour faire des tests d'intégration. Il n'y a pas de problème. Et le préfixe TU pour TU test, c'est un préfixe pour dire test unit, mais il n'a aucun impact. On peut nommer ces classes comme on le souhaite. Et close pour fermer la fenêtre de test. Donc ensuite, une fois qu'on a fait ça, on peut créer la classe TU test, et donc comme je l'ai dit, qui hérite de ces test cases. Et pour tester dans notre code et rajouter donc des tests, on va créer une ou plusieurs méthodes préfixées par test underscore ou should underscore. Et ensuite, on pourra faire un go du projet, sélectionner la fenêtre que l'on vient de créer comme fenêtre principale. Et voilà. Donc, la mise en place est très, très simple. Je vais vous faire une démonstration dans un instant. Ou alors, on peut tout simplement télécharger le projet Kata Example qui fait tout ça pour vous. Vous renommez le projet et vous avez tous les éléments en main. Donc, je vais vous montrer comment ça se passe. Alors, nouveau partage. Je vais partager mon écran cette fois. Alors, ça se passe dans WinDev. Donc, on part du principe que j'ai déjà téléchargé le framework de test WX Unit Master. Je vais venir dans mon projet WinDev, donc ça, c'est celui sur lequel j'avais fait des essais. Je vais intégrer un composant interne. Je vais aller chercher mon projet qui contient le composant. WX Unit Master, c'est IWX Unit, et j'intègre ce fichier WCI. Donc là, on retrouve le projet avec ses classes. Donc là, vous voyez, ce sont des vraies classes WinDev qui sont distribuées. Donc, le projet étant open source, vous pouvez le modifier, corriger d'éventuels bugs ou rajouter des fonctions dont vous auriez besoin. Donc là, on a ajouté le composant interne. Ensuite, on va créer une nouvelle fenêtre. Alors non, je me suis trompé. On va créer une nouvelle fenêtre. Là, je vais utiliser le modèle FMTest et je vais appeler ma fenêtre WDTest. Ça, c'est ma convention à moi. Vous pouvez l'appeler comme vous le souhaitez. Dans ma fenêtre, je vais faire un add test et je vais mettre le nom de ma classe de test, first test. Donc TDD oblige, j'arrive sur une erreur de compilation. Donc à ce stade-là, je crée ma classe de test. Je vais sur code, classe. Alors TU first test, j'ai mal copié le nom. Je fais ensuite un launch unit test. Alors, ce qui peut être intéressant, c'est que sur le launch unit test, on peut invoquer des méthodes, passer en paramètre des fonctions, onSuccess ou onFail, qui vont pouvoir faire des effets intéressants en fonction si le test échoue ou le test réussit. Par exemple, dans certains projets, pour avoir tout l'historique Git de mon code, eh bien, chaque fois que j'ai un onSuccess, je commit automatiquement tous les fichiers de mon projet. Et si je fais un onFail, si je veux faire par exemple ce qu'on appelle du TCR, Test Commit or Revert, c'est-à-dire que si le test réussit, on commit, et si le test échoue, on revient en arrière, et bien sur le onFail, on peut rajouter cette commande pour faire un hard reset via Git. Donc, on peut y faire plusieurs opérations, celles qu'on veut, mais par défaut, on n'en a pas besoin. Et enfin, on fait un close pour fermer cette fenêtre parce qu'elle va s'ouvrir et elle va se fermer. Il faut impérativement que le projet s'arrête pour que les tests automatiques, le résultat des tests s'affiche. Enfin, non, ce n'est pas obligatoire, mais ça permet de revenir dans WinDev et de ne pas perdre de temps à arrêter le test manuellement, à cliquer sur une croix pour que les tests s'affichent. Et ensuite, je fais un go du projet. Donc, le go du projet, c'est le go ici où moi, je ne sais même plus comment on fait un go du projet autrement que par là. Ou sinon, on fait la combinaison de touches CTRL F9, ce qui permet de gagner encore un peu plus de temps que d'utiliser la souris. CTRL F9,
La première fois, il va me demander quelle est la première fenêtre du projet. Donc, j'indique la fenêtre WD test. Et là, je tombe sur un petit bug. Pourquoi? Tout simplement parce que je n'ai pas indiqué que ma classe TIFirstTest était héritée de la classe CTestCase. Donc, ce petit message va me permettre de me rappeler que je n'ai pas tout fait. Donc, tout simplement, ce qu'il faut faire, c'est aller faire inherit CTestCase. Et là, je relance CTRL F9. Et voilà, mon projet est lancé. Tous mes tests sont lancés. Alors là, je vois que je n'ai aucun test qui a été lancé, aucun test qui a échoué. Et j'ai un petit bandeau vert. Je vais rajouter un test. Donc, test underscore first test. Et là, je vais pouvoir utiliser mes méthodes d'assertion. Donc, c'est assert. Donc, ce sont des méthodes de la classe CTestCase. Et là, je vais pouvoir vérifier que 4 est égal à 4. Si j'exécute, je vois que mon premier test a réussi. J'ai toujours mon bandeau vert. Et si mon test échoue, j'ai un bandeau rouge qui me signale bien que j'ai une erreur. J'ai l'anomalie qui est mise en évidence et j'ai la stack de la zone où est l'erreur. Ça, c'est un avantage par rapport à WinDev, c'est que la stack, on n'a pas. Et un deuxième avantage donc à WinDev, c'est que ce bouton-là pour lancer tous les tests du projet, on peut le faire qu'à la souris. Alors que le Go du projet, on peut le faire avec le clavier. Ce qui fait gagner tout le temps quelques précieuses secondes. Et lorsqu'on travaille en TDD, ça m'arrive de lancer 5 à 10 fois par minute les différents tests. Donc, si à chaque fois je vais utiliser la souris, ça me fait gagner énormément de temps. Donc voilà, la première méthode pour mettre en place WXUnit, ou la seconde méthode, c'est de télécharger le kata exemple. Donc je crois que je l'ai mis ici sous l'option 4. Alors, j'ouvre mon projet. Non, il ne veut pas. Ah bah, ça fait planter Windev les risques du métier. Je pense que les amis de Windev comprendront. C'est un commentaire. Donc, je vais rouvrir mon projet. Donc, le projet, alors, ça doit être celui-là. Alors non, c'est pas celui-là. Alors, j'ai oublié de le créer. Alors, je vais tout simplement le dézipper. Kata exemple, 7zip, extraire ici. Je vais l'appeler nouveau projet. Hop, là, ça, je vais l'appeler nouveau projet. J'ouvre mon projet. Et automatiquement, vous avez la fenêtre WD-Test qui est créée, le composant interne qui est mis à disposition. Et même pour l'exemple, on a un premier test qui se lance et on peut voir si ça échoue ou pas. Donc voilà. Donc, Kata exemple, c'est idéal pour commencer un nouveau projet si on veut travailler avec WXUnit, si on veut faire des exercices aussi. Je l'ai développé dans cette idée-là, de pouvoir proposer différents exercices pour pouvoir faire des katas. Donc, c'est un excellent point de départ pour gagner un peu de temps. Voilà, donc on a fait le tour donc, de la mise en place de WXUnit et de Kata exemple. Maintenant, on va voir la mise en place de WXUnit Viewer. Alors, WXUnit Viewer, il faut télécharger l'installeur qui est lui aussi sur GitLab. Donc, lui aussi est open source. Donc, si vous souhaitez le modifier, rajouter des fonctionnalités, me faire un pull request, vous pouvez. Alors, je ne vais pas vous montrer l'installeur parce que ça prend un petit peu de temps. Il télécharge les DLL de WinDev pour qu'il ne soit pas trop gros. Donc, il met un petit peu de temps.
À la fin, lorsqu'on a fini l'installation, il faut bien vérifier que WX Unit Viewer se lance à la fin de l'installation. Et ensuite, on doit cliquer sur le bouton associer l'extension. Donc, ce bouton, il est ici, c'est associer l'extension. Donc, tout simplement, qu'est-ce que ça fait? C'est que lorsque on lance les tests unitaires, WXUnit génère un fichier qui se termine par .wxUnit et on associe les fichiers .wxUnit à WXUnit Viewer. Et ce qu'il faut savoir, c'est que le viewer peut servir pour plusieurs projets. On peut travailler sur plusieurs projets en même temps. Le viewer s'affichera sur plusieurs projets, enfin sur plusieurs onglets. Et maintenant, on va parler performance. Donc, j'en ai parlé tout à l'heure, c'est vraiment la raison pour laquelle j'ai développé WXUnit, c'est qu'avec WinDev, c'est trop lent. Donc, j'ai fait un projet exemple pour mettre ça en évidence. Alors, il s'appelle Performance. Donc, j'ai 10 classes de test liées à WXUnit qui font chacune un insert equal. Je fais le même test à chaque fois, je ne me suis pas posé de questions, j'ai dû piquer. Et j'ai 10 fichiers de test WinDev qui chacun font… chacun des fichiers contient 10 sous-tests qui vérifient si 1 est égal à 2. Alors, j'ai biaisé mon test, j'ai mis qu'une seule procédure. Bon, c'est pas bien grave, on va quand même voir le résultat. Je lance WXUnit. Voilà, le résultat s'affiche quasiment instantanément. Maintenant, je lance WinDev. Il affiche, il ouvre chaque fenêtre, chaque fichier de test. Il prend le temps de l'afficher, je ne sais pas pourquoi. Et il exécute. Donc, il faut être patient. Et ensuite, une fois qu'il a fini, il nous construit la liste des résultats. Et même cette construction de liste prend du temps. Donc, je modifierai mon projet pour qu'il ne soit pas biaisé, pour qu'il y ait autant de sous-tests que de tests. Et je le mettrai à disposition donc, avec les slides de la présentation. Donc voilà, c'est pour cette raison-là principalement que j'ai développé WXUnit, parce que dans ma manière de développer, je fais un aller-retour entre les tests et entre le code de production, vraiment plusieurs fois par minute. Et donc, j'avais besoin d'avoir quelque chose qui soit très rapide. Donc, bien sûr, un test mal écrit peut devenir très lent. Donc ça, il faut faire très attention. Mais si déjà le framework de test est lui-même très lent, on ne l'utilise pas. On l'utilise éventuellement le soir quand des tâches tournent toutes seules sur des postes, mais jamais pour s'en servir pour TDD. Voilà, donc avant de passer à la suite, est-ce que vous avez des questions? Oui, j'aurais une question. Oui. Pardon. Alors, c'est une question purement utilisation du framework, ce que tu nous as montré. Oui. Quand tu écris une méthode dans ta classe de test qui s'appelle test X et une autre qui s'appelle should Y, Oui. comment il détermine laquelle il vérifie en premier? Parce que j'ai eu l'impression, sauf erreur de ma part, que dans le résultat que tu nous as montré, où il y avait, enfin, c'était pas celui-là, mais le tout premier. Ouais. Premier exemple que tu nous as fait, tu avais fait 2 méthodes, tu l'as lancé, il y en a une qui a échoué, il nous a affiché l'échec, ça pas de Ouais. problème. Il y avait une seconde ligne pour le second test sur lequel il n'y avait rien d'écrit de particulier. Ça veut dire qu'il ne l'a pas exécuté parce que le premier a échoué. Alors, il met en évidence les lignes qui ont échoué. D'accord, mais il les fait toutes. Il les fait toutes. Dans un ordre particulier ou pas Dans forcément? l'ordre d'écriture. Donc, il est fait… Alors, actuellement, le framework, il a pas de… Il travaille pas en multithread. Ça sera peut-être une évolution que j'envisagerai. Mais là, il va exécuter chacune des classes de test dans cet ordre. Et ensuite, dans les classes de test, il va exécuter toutes les procédures dans l'ordre qui vont arriver.
D'accord. Si Donc, j'exécute ça, donc j'ai d'abord tous mes échecs. Donc, d'accord. au niveau de la classe. Ensuite, donc j'ai mon premier échec. Et ensuite, c'est des procédures dans l'ordre dans lesquelles elles ont été écrites. Mais elles ont effectivement été exécutées et elles ont réussi, celles-ci. C'est pas forcément, c'est pas parce qu'il n'y a rien Celle-ci, de. voilà. D'accord. Ok. Ok. Quand une méthode, un test a échoué, il est suffixé de failed. D'accord. Voilà, c'est tout. Voilà. OK, parfait. D'autres questions? OK, bah on peut continuer alors. Alors, maintenant qu'on a vu les tests automatiques, donc on n'a pas encore abordé TDD, je vais essayer de vous montrer pourquoi c'est important. Et pour ça, donc, j'ai porté un kata qui s'appelle Gilded Rose. Je l'ai porté en WinDev. Donc, c'est un peu une de mes fiertés aussi parce que ce kata que des centaines de développeurs, des milliers de développeurs ont utilisé dans tous les langages, eh bien, je l'ai porté sous WinDev et je pense qu'il y a que 4 ou 5 personnes qui l'ont utilisé jusqu'à présent. Donc, dans le lien, il y a la description du kata et la possibilité de télécharger le projet. Donc, j'ai fait carrément tout un projet WinDev qui permet de gérer le kata. Donc, je vais l'expliquer en 2 mots. Guided Rose, donc j'ai le projet qui est ici. Guided Rose, c'est un kata où on travaille sur ce qu'on appelle du legacy code. C'est-à-dire, c'est un code sur lequel on a perdu le contrôle et il n'y a aucun test pour nous aider à garder le contrôle dessus. Et du coup, souvent, le legacy code, on a du mal à le gérer. On perd beaucoup de temps pour arriver à pénétrer dedans, à le comprendre, et on perd beaucoup de temps pour le débugger, le corriger, l'entretenir. Et donc, l'objectif de ce kata, c'est de remettre de l'ordre dans notre base de code. Alors, je n'aurai pas le temps de faire le kata, mais il y a peut-être une vidéo qui est sur Internet où je l'ai fait. Sinon, si un jour ça vous tente, bah, on peut le faire ensemble. Ça sera avec grand plaisir. Donc, le kata Guided Rose. Donc, je vais l'ouvrir. Alors, je l'ai déjà mis ici. Donc, en fait, Gilded Rose, c'est le nom d'une auberge, enfin d'un magasin où ils vendent plein d'articles. Ils vendent toutes sortes d'articles. Et puis, donc, un jour, ils ont eu besoin d'un outil pour gérer leurs articles parce que leurs articles ont une date de péremption et une qualité. Et plus les jours passent, plus la date de péremption s'approche et plus la qualité baisse. Mais il y a des règles métiers assez complexes pour chacun des différents articles. Donc, ces règles métiers sont expliquées dans la description du kata. Et on se retrouve avec le principal code, avec un code comme ça, où les règles métiers sont un petit peu diffuses un petit peu partout. Et donc, l'objectif de l'exercice, c'est d'arriver à corriger ça tout en conservant le, le code métier, donc il ne faut rien perdre, mais on va avoir du mal à rentrer dedans. Par exemple, si je modifie quelque chose, est-ce que là, je viens de provoquer un bug ou pas? Je n'en sais rien. Donc, je ne peux pas m'amuser à modifier ce code facilement. Donc, le développeur, le premier, il va avoir fait pour tester, donc il a fait nos tests. Il s'est fait une petite fenêtre qui permet de voir comment ça se passe. Et donc, dans cette fenêtre, il a mis un bouton et éventuellement, il a fait des traces pour voir ce que ça donne. Donc, en jouant sur les traces, on arrive à voir, bah tiens, cet article, là, il a une qualité. Alors non, ça, c'est sa durée de vente de 10 et une qualité de 20. Bah, on va voir que ça va baisser. Donc, voilà, ça, c'est la méthode habituelle quand on fait du no-test. On va utiliser des traces, on va utiliser le debugger, on va, on va utiliser tous les outils qui sont à notre disposition. On va faire des tests manuels. Donc,
j'ai rajouté une petite fenêtre qui n'existe pas dans le vrai kata. Donc, cette fenêtre-là, le développeur va pouvoir s'en servir pour voir ce qui se passe. Donc, chaque jour qui passe, la qualité des articles diminue et la date de péremption diminue aussi. Donc là, il reste que 10 jours pour vendre, par exemple, ce Dexterity Vest. Et donc, j'ai rajouté un bouton où, quand on fait passer une journée, eh bien, la qualité diminue. Mais il y a des objets où la qualité ne diminue pas. Donc, il y a plein de règles métiers qui sont, qui sont emmêlées. Là, par exemple, la JetBrains, sa qualité, elle ne diminue pas, elle augmente. Donc, voilà, on a plein de choses comme ça. Et maintenant, si je veux venir corriger ce code, il va falloir que j'aille modifier ma ligne de code. Alors là, je vais vérifier si je peux modifier ça, mais en parallèle, il faut que je relance mon code. Donc ça pose problème. Donc du coup, ce code-là, on va avoir tendance à le laisser, on va le laisser même moisir parce que on n'ose pas y toucher. C'est un code qui fait peur. Il y a des règles métiers un petit peu partout. Si on change la moindre ligne, si on déplace une ligne, on ne sait pas ce qui va se passer. Donc, on peut y aller à tâtons, vraiment prudemment, mais on perd beaucoup de temps. Donc, une des solutions, ça serait de pouvoir se dire, est-ce que je ne serais pas soulagé si je savais que j'ai quelque chose qui gère tous mes cas de test. Alors, déjà, ce que je vais vous montrer, un petit outil qui est très pratique, et je trouve que Windows l'a plutôt bien intégré. Il y a quelques petits bugs, mais il est bien intégré. C'est le code coverage. Donc, je vais avoir un premier test. Donc, je vais me baser sur le test du développeur. Et donc, il a fait un test manuel. Et je vais cliquer sur le bouton. Hop, et je ferme. Et je vais revenir sur mon code. Et là, vous voyez, en bleu, on a ce qu'on appelle le code coverage. Ça veut dire que quand j'ai cliqué sur le bouton, j'ai exécuté toutes ces lignes de code. Toutes les lignes où c'est en bleu, je sais que je suis passé dedans. Alors, pour le code coverage, on peut l'afficher dans le code en allant dans test automatique et affichage dans le code. Vous voyez, c'est couverture de code. Et lorsqu'on veut réinitialiser, on clique ici, on réinitialise les données personnelles, ça remet à zéro le code coverage. Donc, le code coverage, c'est une information qui est très importante. Je me suis trompé. C'est une information qui est très importante et qui va nous permettre de savoir si on est passé sur une ligne de code ou pas. Donc là, vous voyez que mon code coverage est insuffisant. J'ai plusieurs lignes qui sont blanches. Ce n'est pas assez. Donc, moi, je suis un développeur qui aime bien les tests automatiques. Donc, on va mettre en place un test automatique qui va me permettre de tout tester. Donc, je vais dans mon... Donc, j'ai créé une classe de test. Et là, je suis venu coller le code qui était dans mon bouton. Donc, vous voyez, je suis ici, je viens ici et je code, j'utilise mon code et là, j'ai des traces. Donc, plutôt que d'aller analyser des traces qui sont compliquées à lire, je vais partir sur un principe que je vais mettre ma trace dans une chaîne de caractères et je vais la sauvegarder dans un fichier de référence. Donc, cette technique, ça s'appelle le Golden Master, si jamais vous souhaitez aller étudier cette technique. Là, c'est vraiment pas le but de vous la présenter, donc je l'explique rapidement. Donc, j'ai exécuté dans mon test automatique 100 fois la lecture, le passage d'une journée pour être sûr que je sois passé sur tous les éléments. Donc là, si je regarde, je suis à peu près sûr que j'ai traité tous mes cas. Vous voyez, les lignes qui étaient blanches tout à l'heure ne le sont plus. Donc, mon test automatique m'a permis de générer un Golden Master
au lieu d'utiliser les traces, je les ai mises dans un tableau de ligne que je convertis en chaîne de caractères et que je sauve dans un fichier Guided Rose référence. Donc, il se trouve là, on peut aller le voir. C'est l'équivalent de notre trace. Sauf que je l'ai fait donc sur une centaine de jours pour avoir tout le détail, pour être sûr de passer partout. Et une fois que j'ai sauvegardé ce fichier de référence, chaque fois que je vais rejouer mon test, je vais le comparer le résultat qui a été généré avec le fichier de référence. Et donc, quand tout se passe bien, je suis au vert. Mais si, par contre, je vais quelque part et que je modifie la moindre ligne de code, normalement, si mon Golden Master est bien fait, automatiquement, il me signale une anomalie. Donc là, il y a une anomalie. Alors, est-ce que je vais étudier cette anomalie? Non, surtout pas. Pourquoi je vais aller m'embêter à débugger ça? Lorsque mon test échoue, donc ça, c'est les principes du refactoring. Si j'ai bien protégé mon projet, je peux faire du refactoring. Donc, quand je commence mon refactoring et que je me trompe, si je me suis trompé, je fais CTRL-Z, je fais annuler et je reviens au code précédent. Et je suis de nouveau dans un état stable. Donc, le test automatique me permet d'aller tester un petit peu partout et de voir si je modifie quelque chose. Donc là, j'ai fait CTRL-Z. Si je modifie quelque chose, ça plante. Si ce que j'ai modifié ne marchait pas, ça continue de planter. Donc CTRL-Z. Et donc, je peux faire toutes sortes de choix, toutes sortes d'hypothèses. Je vois tout de suite si l'hypothèse est bonne ou pas bonne. Donc, malheureusement, on n'aura pas le temps de faire l'exercice en entier. Mais voilà, j'ai mis en place un harnais de test avec, là, dans ce cas-là, un seul test automatisé. Et je suis à peu près sûr, je suis à peu près sûr que si je crée un bug, je m'en rends compte immédiatement. Voilà. Est-ce que vous avez des questions donc, sur ce qu'on vient de voir? Oui, une petite question pour moi. Ouais. La première fois que je l'ai vu, ça m'avait un peu perturbé l'idée de faire une fenêtre et puis d'afficher de mettre le code dedans et d'afficher les résultats. Est-ce qu'on n'arriverait pas à combiner les tests unitaires natifs de WinDev et puis de brancher directement dessus le WXUnit en fait pour Alors, bon. Toi, t'es joueur, nouveau test. À la base, c'était mon idée. Alors, donc là, je vais faire. Alors, test suite c'est test suite dynamique est égal à c'est test suite test class. Là, je vais utiliser mon Guided Rose. Test suite.run undo. Alors, result is test result. C'est test. Alors, on va faire plutôt ça. MW if fail et on va mettre test suite. Donc voilà, j'ai fait en sorte qu'on puisse plus ou moins l'intégrer. Il y a encore beaucoup d'améliorations à faire, mais c'est envisageable de pouvoir utiliser les tests automatiques dans l'outil de test de WinDev. Alors, je t'entends pas très bien, excuse-moi. vérifier en plus que le résultat soit interprété par WinDev ou quelque chose comme ça. Ensuite, tout est envisageable. Hein. Qu'est-ce que tu voudrais faire exactement avec le résultat interprété par WinDev? Et, en fait, des projets qu'on a, c'est différents TDD.
Attends, j'augmente le son parce que je ne t'entends pas du tout. Je disais les tests, en fait, qu'on fait, quand il y a les applications qu'on les pouvoirs, on les passe dans la fabrique logicielle. Alors, c'est pour la fabrique de tests, pour la fabrique logicielle? Et en gros, l'idée, c'est de faire passer l'étape automatique des tests web et puis en passer les tests ailleurs, mais ça permet de rester sur le tronc commun et de faire des. Alors, en Ouais. gros, je ne m'embête pas avec les tests automatiques de WinDev. Ce que je vais faire, c'est que quand je veux travailler avec la fabrique logicielle, je vais définir une collection de procédures, mettre une procédure de test globale dans laquelle je vais mettre tous mes tests à exécuter et je vais faire ce code-là. Je vais appeler cette ligne de code. Et du coup, si jamais tous mes tests passent, il ne se passe rien. Mais si jamais j'ai un échec, je vais lancer une exception avec le résumé du test et ça apparaîtra dans le résultat de la fabrique logicielle. Ouais, donc tout en programmation, quoi, depuis, sans utiliser Voilà. la brique. J'ai complètement abandonné les tests unitaires de WinDev. On peut encore s'en servir, mais je préfère nettement les gérer via du code dans la fabrique logicielle. Parce que dans la fabrique logicielle, en gros, tu peux exécuter une procédure. Donc ça, c'est décrit très rapidement dans l'aide. Et si cette procédure déclenche une exception, ça fait échouer la fabrique logicielle. Ok. Est-ce que j'ai répondu à ta question? Bon, je ne t'entends pas très bien, mais je vais partir pour un oui. C'est bon pour moi. Est-ce que quelqu'un d'autre a des questions? Alors, on continue. Alors, maintenant, vous avez vu donc les tests automatiques. Donc, on ne va pas dire que vous savez tout des tests automatiques parce que c'est un domaine tellement vaste, il y a des tonnes et des tonnes de choses à découvrir. Mais je pense que vous en savez assez pour commencer à aborder le TDD. Et donc, on va découvrir le TDD pour voir ce que c'est. Alors, TDD en quelques mots. Donc, TDD, ça signifie Test Driven Development. Et en français, ça se dit développement dirigé par les tests. Donc, je vais le répéter encore une fois, au cas où ce n'est pas rentré. C'est une méthode de développement. Et cette méthode de développement s'appuie sur les tests. Ce n'est pas une méthode de test. Les tests, c'est vraiment un bonus. Parce qu'on a écrit des tests, on les a, c'est cool. Mais dans un certain sens, on pourrait faire du TDD sans test automatique. C'est un peu tiré par les cheveux, mais quand on ne connaît pas les tests automatiques, il y a quand même des techniques utilisées dans le TDD que l'on peut pratiquer sans les tests automatiques. Et à l'inverse, même si avec TDD, je fais des tests, dans un certain sens, je pourrais me permettre de supprimer les tests, puisque j'ai réussi à développer mon code. Mais c'est dommage de le faire. Donc, on fait du TDD, on garde les tests, mais le but, ce n'est pas de tester, c'est de développer un code de qualité, de se laisser guider. Le maître mot, c'est se laisser guider. Alors, TDD, c'est vrai, c'est un mindset, c'est un état d'esprit. Et pour l'appliquer, il faut de la discipline. Donc, en gros, quand on décide de faire du TDD, il faut, dans un certain sens, si on n'est pas habitué à TDD, il faut presque jeter tout ce qu'on a appris sur le développement en général et repartir avec un nouvel état d'esprit. Et il faut rechercher des choses. Déjà, on fait du TDD, pourquoi? Parce qu'on veut de la qualité. Si on se débrouille bien avec TDD, on en fait aussi parce que ça va nous permettre de développer plus vite. On utilise TDD parce que ça va nous permettre de nous rassurer. Personnellement, quand j'ai quitté mon travail, à la toute fin, donc une fois que j'ai découvert TDD, ne pouvant pas vraiment l'utiliser dans mon travail, j'étais dans un état de stress phénoménal chaque fois que je devais modifier du code. Et c'était une situation qui ne me convenait pas. Du coup, je voulais pratiquer TDD et en pratiquant TDD, je suis rassuré, je suis à l'aise. Je sais que ce que je fais, ça va fonctionner. Donc j'étais dans cet état d'esprit où je
ou TDD, c'est ma manière de développer. Pour moi, le principe, c'est pas de temps en temps, il y a des cas où on va faire du TDD et des cas où on ne va pas le faire. Pour moi, je considère qu'on peut faire du TDD quasiment tout le temps. Donc, un premier état d'esprit quand on fait du TDD, c'est qu'on doit savoir sur quoi on travaille. Tout le temps. On doit tout le temps savoir sur quoi on travaille. Comment ça marche? Qu'est-ce qu'on doit faire? Souvent, quand on développe sans TDD, qu'est-ce qui se passe? On va partir un peu à l'exploration. On va taper une ligne de code, voir ce que ça donne. Jusqu'à ce qu'on trouve quelque chose qui va dire « Ah oui, ça ressemble à ce que j'attends ». Mais on ne sait pas forcément dans quelle direction on veut aller. On ne sait pas forcément ce qu'on veut développer. Donc, quand on fait du TDD, il faut savoir ce qu'on veut. Ça m'est déjà arrivé aussi de voir des personnes faire du TDD, des personnes qui sont très compétentes, qui connaissent beaucoup plus de choses que moi, mais je ne partage pas forcément leur vision de TDD parce que souvent, ils ne savent pas comment nommer leur test. Donc, le premier test, ça va être test something. Et puis, ils vont écrire 2-3 lignes au hasard. Alors que pour moi, je dois avoir impérativement sur quoi je vais développer. Donc, mon premier test, je sais pourquoi je l'écris. Et c'est tout le temps ça la difficulté de TDD, c'est arriver à écrire ce premier test. Les suivants sont toujours compliqués à écrire, mais le premier est vraiment très dur. Mais une fois qu'on sait quel test écrire, eh ben, on va y arriver. Alors, on ne cherche pas à écrire le premier test d'un coup tout juste. On va le faire évoluer, le test va évoluer. Mais il faut savoir ce que l'on veut tester. Il faut connaître notre métier. Il faut savoir résoudre le problème que l'on souhaite résoudre. C'est ça le plus important. Donc, une autre chose essentielle pour TDD, c'est qu'il faut se focaliser. Il faut travailler une étape à la fois. Il ne faut pas se laisser disperser. Donc, pour ça, il y a des techniques qui permettent de ne pas se laisser disperser, comme la test list. Je suis en train de développer un test, je vais me dire, ah tiens, il y a ce test-là que je devrais mettre en place. Et on va utiliser la test list, on va se vider l'esprit pour dire, une des prochaines étapes, ça sera d'écrire ce test, et on reste concentré sur notre test. Il faut définir un objectif qui est réaliste, quelque chose qu'on peut atteindre. C'est une étape. Donc, il ne faut pas chercher à aller trop loin d'un premier coup. Donc, il faut que l'objectif soit réaliste, qu'on sache qu'on peut le résoudre. Et si on se rend compte qu'on ne peut pas le résoudre, ça peut arriver, des fois, on va commencer à écrire un test, on sait ce qu'on veut écrire, mais on se rend compte qu'on a visé trop loin. Dans ce cas-là, on fait marche arrière, on supprime le test, on peut éventuellement le mettre en commentaire. Je préfère le supprimer, peut-être le mettre en ignore. J'aime pas avoir des commentaires qui servent à rien. Et je vais repartir d'un autre test qui sera un petit peu plus réaliste, plus facile à réaliser. J'ai vu trop grand, je vais voir plus petit. Ça, c'est à chacun de voir s'il veut passer à la vitesse supérieure ou pas. Moi, personnellement, j'aime bien faire des petites étapes. Mais on se focalise toujours sur une seule chose. Ensuite, donc, quelque chose qui est très important dans TDD, c'est le travail en baby steps. Donc, on a vu qu'on devait définir des étapes. Et plus que des étapes, on doit définir des baby steps. Baby steps, c'est pour le pas de bébé. Un bébé, quand il marche, c'est un tout petit pas après l'autre. Un adulte, il va faire 1 ou 2 mètres d'un coup, s'il veut, en courant, en s'élançant. Un bébé, lui, il va faire 5 centimètres. Il va avancer tout doucement. Donc, on va faire des baby steps. Les étapes doivent être les plus courtes possibles. Je préfère avoir énormément d'étapes, mais qui sont très, très courtes et très, très rapides à écrire. Et donc, on va écrire le code minimal. On va supprimer le code qui ne sert à rien et on va avancer vraiment un pas après l'autre. On peut avoir des fois l'impression d'écrire 2 fois le même test avec juste deux valeurs qui sont différentes, mais le baby step permet de faire ça et c'est très rassurant. Et ça permet d'avancer vraiment en toute facilité. Et quelque chose de très important pour un développeur, et je me suis rendu compte que ça ne se limitait pas au test automatique, c'est obtenir un feedback ultra rapide. En gros, déjà, ce qui est important, c'est d'obtenir un feedback et qu'il soit ultra rapide. Alors déjà, le feedback, on peut l'avoir dans plein de choses. On peut l'avoir déjà par le résultat des tests, mais par exemple, dans WinDev, des fois, il y a le compilateur qui va dire non, ce code ne passe pas. C'est un feedback. Des fois, il y a un warning qui va s'afficher. C'est un feedback.
Des fois, ça va faire cracher quelque chose, il y a une autre application qui va se fermer, même ça sert de feedback. Donc, il faut être ouvert à tous les feedbacks possibles qu'on peut trouver et comme ça va nous guider. Donc, il faut vraiment avoir un esprit très ouvert pour remarquer la moindre subtilité qui va pouvoir nous donner une information. Donc, au début, on se focalise sur le résultat des tests et petit à petit, notre état d'esprit notre vision va s'élargir et on va voir de plus en plus de choses qui peuvent provoquer un feedback. Et ultra rapide, il faut que ce soit ultra rapide parce que si on souhaite être guidé, il faut que ce soit rapide. Quand vous prenez une voiture, je vais utiliser la métaphore du GPS de Michael Azerrad, si on veut arriver à destination, il faut que notre GPS il nous donne en permanence la direction que l'on doit suivre. S'il nous la donne que toutes les 10 minutes, on va se perdre et on va perdre du temps. Donc, plus le feedback est rapide, plus on va être efficace. Donc, moi, un bon feedback, c'est pas plus de 2 secondes. Si ça met plus de 2 secondes, j'ai peut-être trop de tests ou faut peut-être que j'en enlève, que je revoie un petit peu mon algo ou carrément que je fasse des modules séparés parce que j'ai fait trop de travail. J'ai trop de choses. Donc 2 secondes, c'est un maximum. Donc, je n'ai pas abordé cette notion, mais pour qu'un test soit rapide, on parle de test unitaire, bien entendu. Donc, TDD va essentiellement se concentrer sur les tests unitaires. Bien qu'on puisse faire du TDD avec des tests d'intégration ou des tests de bout en bout, la pratique courante, c'est de le faire sur des tests unitaires qui sont très, très rapides. Voilà, maintenant, on va pouvoir aborder les bases de TDD. Donc, ce sont vraiment les bases. Donc, à partir de ça, vous serez en mesure de faire du TDD si vous appliquez rigoureusement chacune des choses que l'on va voir. Donc, il y a 3 lois dans TDD. Alors, si je ne me trompe pas, c'est Oncle Bob qui les a énoncées. Donc, lui aussi va participer à ce meet-up. Donc, je trouve ça vraiment génial. J'adore. Donc, la première loi, c'est on n'est pas autorisé à écrire du code de production s'il n'y a pas un test qui échoue. Donc, là, on voit tout de suite déjà qu'on est dans du test first. On est dans du test first et il faut faire en sorte que notre code échoue. Donc, écrire du code de production, avant d'aller plus loin, il faut savoir à quoi ça correspond. Ça consiste à ajouter, modifier ou supprimer un comportement. Donc, un comportement, vous pouvez voir ça comme une fonctionnalité. Moi, j'aime bien voir un comportement parce que c'est un terme qui est pas mal utilisé. C'est le comportement de mon application. Le comportement, je peux le mesurer, je peux le voir, je le trouve plutôt concret. Donc, on va ajouter un nouveau comportement. Donc, un test qui échoue, c'est quoi? C'est qu'on va mettre en évidence un comportement qui n'est pas réalisé. Donc, qu'est-ce qu'un test qui échoue? Ça peut être une erreur de compilation. Donc, lorsqu'on a une erreur de compilation, notre test échoue. Donc, moi, ma granularité, c'est j'écris une ligne de code et s'il y a une erreur de compilation dans cette ligne de code, alors mon test a échoué. Je ne l'exécute même pas puisque le compilateur va me dire que ça ne marche pas. Alors, si on est dans des langages de script comme Python, il va falloir exécuter le test. Mais donc, dès que j'ai écrit ma première ligne de code, s'il est exécutable sous Python, par exemple, j'exécute mes tests et là, l'interpréteur va me dire qu'il y a une erreur de compilation. Enfin, on va dire une erreur de compilation. Soit ensuite, ça va passer les tests, ça va établir les résultats et vérifier si le résultat attendu est juste ou pas. Et donc, voilà, l'erreur de compilation, c'est le premier échec. Et WinDev, lui, va me mettre en rouge et va me dire attention, tu ne peux pas exécuter ton code, il y a des erreurs de compilation. Donc, dès que j'ai ça, je m'arrête et je fais en sorte que ça passe. Et j'écris le code minimal pour le faire. Donc, une exception est aussi considérée comme un échec. Donc, si j'appelle un code particulier et que ça provoque une exception, ça échoue. Donc, je m'arrête là et je cherche à résoudre le problème. Alors, j'ai oublié de le noter, mais pour vérifier qu'un test échoue, c'est la notion d'assertion qui est le plus important. L'assertion, donc ce dont j'ai parlé tout à l'heure, sous WinDev test vérifié égalité ou sous WXUnit assert école, ce sont ça les assertions. On va vérifier que le comportement attendu a été provoqué. Donc, la plupart du temps, on va vérifier qu'on obtient bien une valeur. Donc, si cette assertion échoue,
eh ben, on a passé la loi numéro 1, on va pouvoir écrire du code de production. Et le refactoring est autorisé. Donc, le refactoring est autorisé, ça veut dire que j'ai le droit d'écrire du code de production, même s'il n'y a pas de test qui échoue. Ça veut dire quoi? C'est que j'ai le droit de modifier la structure du code, mais je n'ai pas le droit de modifier les comportements. Donc, on a le droit de faire du refactoring. Du moment que tous nos tests passent, on peut faire du refactoring comme bon nous semble. On n'a pas besoin d'avoir un test qui échoue pour faire du refactoring. Techniquement, ce n'est pas faisable. On ne peut pas avoir de test qui échoue pour nous forcer à faire du refactoring. La deuxième loi, c'est vous n'êtes pas autorisé à écrire plus d'un test en échec à la fois. Donc, ça, c'est le fait d'être focus, de faire une étape à la fois. Si j'ai un test qui échoue, je m'arrête là, je ne vais pas plus loin. Si j'ai écrit une ligne de code et qu'elle ne compile pas, bah, je ne vais pas plus loin. Donc, une assertion, c'est considéré comme un test. Si une de mes assertions échoue, je ne vais pas plus loin. Donc, il peut y avoir quelques exceptions. Ça, ensuite, c'est à chacun de déterminer comment il gère les assertions. Souvent, une assertion, on va considérer que c'est une seule ligne de code. Mais pour certains, ça peut être plusieurs assertions qui sont vérifiées. Donc, ça, c'est à vous de trouver votre limite. Mais il faut voir, dès que l'assertion que l'on a définie échoue, bah, on arrête d'écrire le test et on passe à l'écriture du code de production. Une erreur de compilation, c'est considéré comme un échec, donc je répète. Donc, dès qu'on a une erreur de compilation, on passe à la suite. On arrête d'écrire le test. On va se poser la question, pourquoi ça ne marche pas? Peut-être que notre test est faux. Donc, on va aller vérifier pourquoi ça ne marche pas et soit on corrige le code de production pour le faire passer, soit on corrige notre test. On a peut-être appelé la mauvaise méthode. On ne va pas continuer. On ne va pas accumuler les erreurs. Cette loi, voilà, elle sert vraiment à ça, à ne pas accumuler les erreurs. Souvent, quand on développe, les personnes vont développer pendant 10 minutes avant de lancer un test manuel. Je l'ai fait moi à une époque, j'étais très fier de moi. Ah, j'ai écrit tout mon code. Bon, bah maintenant on teste. Quand je testais, je me rendais compte, ah bah tiens, là j'ai une première erreur. Ah bah je vais la corriger, c'est facile. Ah mince, là maintenant il y a une deuxième erreur. Et je vais me retrouver à corriger plein d'erreurs à la suite. J'aurais jamais eu un code stable que j'ai déjà plein d'erreurs à gérer. Donc là, cette loi, l'objectif, c'est de gérer les erreurs les unes après les autres pour tout le temps, pour être le plus souvent possible dans un état stable. Donc, comme j'ai dit, l'objectif, c'est de rester concentré sur un seul changement à la fois. On ne fait pas plein de changements. On n'en fait qu'un seul. Et la dernière loi, vous n'êtes pas autorisé à écrire plus de code que nécessaire à la réussite du test. Donc ça, c'est une loi qui est très importante. C'est qu'on va droit au but. J'ai un test qui échoue, je regarde pourquoi il échoue et je le fais passer. Et je le fais passer de la manière la plus sale possible. Enfin, non, pas la plus sale possible, mais si c'est ma manière de faire passer, c'est sale, et ben je fais passer. Si je vais copier un bout de code quelque part, il faut quand même rester cohérent, ne pas copier 100 lignes pour faire passer un test. J'utilise ce bout de code que j'ai trouvé. Donc, écrire du code de production, je rappelle, c'est ajouter, modifier ou supprimer un comportement. Donc, dès que mon comportement est mis en place, je m'arrête d'écrire du code de production. On écrit le code minimal, donc ça, c'est ce que je vous ai dit. Et on ne modifie pas le test, sauf s'il est faux. Donc, quand le test échoue, eh ben, on va soit chercher à faire passer le test en modifiant le code de production pour que le test passe, mais si on se rend compte qu'on a écrit le test qui est juste, on va vérifier le test et on va corriger le test s'il s'avère qu'il est faux. Il faut faire très attention, on peut écrire des tests qui sont faux. Voilà, avant de passer à la suite, est-ce que vous avez des questions? Pas de questions? Moi, je pense que la plupart dans la salle connaissent déjà quand même bien TDD. Alors, le cycle TDD. Donc, le cycle TDD, c'est un cycle ultra rapide composé de 3 étapes. L'étape RAID, l'étape Green et l'étape Refactoring.
Donc, on commence toujours par l'étape RAID et on va boucler sur ces 3 étapes le plus rapidement possible. Donc, la phase RAID est achevée dès lors que l'on obtient un test qui échoue. Donc, on rejoint un petit peu les lois qu'on a vues tout à l'heure, mais là, c'est vraiment le cycle, c'est l'ordre dans lequel on fait les choses. Donc, dès qu'on a un test qui échoue, on est en RAID. RAID, si vous l'avez remarqué, dans WX-Unit, j'ai mis un petit bandeau rouge pour visualiser le fait qu'il y avait une erreur de test et donc on était dans un code instable. Donc, comme je viens de le dire, dans la phase RAID, le code du projet est instable. On ne peut surtout pas livrer à ce moment-là. Il y a toujours quelque chose à corriger. Donc, passer au RAID, pour moi, ça doit être très rapide. Quand j'écris mon code, je souhaite arriver à la phase RAID très rapidement. Pour avoir un ordre d'idée, j'ai mis de l'ordre de la minute. Personnellement, suivant les tests que je suis en train d'écrire, ça peut varier entre 10 secondes et 2 minutes. Mais le plus souvent, c'est 10 à 15 secondes. Le temps de faire mon copier-coller, de modifier le petit bout de code qui va faire échouer mon test, ça me prend 30 secondes, 15-20 secondes. Par contre, si j'écris un nouveau test, là, ça va être un petit peu plus lent. Mais vu que j'écris une ligne à la fois, dès que ma première ligne échoue, eh ben, je vais arriver à mon RAID très rapidement. Si par contre, il faut que j'écrive plein de lignes avant de pouvoir mettre en place un test qui échoue, bah, là, ça va mettre un petit peu plus de temps. Une règle qui est très, très, très importante, sinon on risque de tout casser sans s'en rendre compte, c'est que lorsqu'on met en place une assertion, un assert equal, au moins une fois dans la vie du projet, dans la vie du test, ce test doit échouer. Il doit échouer obligatoirement. Pourquoi? Tout simplement parce que si jamais on ne met pas en place le test, on a oublié de le faire échouer, bah peut-être que le test n'est pas mis en place en fait. Le test, il faut le considérer comme un python lorsqu'on est en train d'escalader une paroi rocheuse, c'est lui qui nous assure. Et si jamais on n'a pas vérifié qu'il était bien en place, donc quand on escalade, bah, je pense que les alpinistes doivent tirer sur le python pour voir s'il ne se détache pas tout seul. Si on n'a pas vérifié ça et qu'il est mal enfoncé, bah, si jamais on tombe, bah, le python il va se décrocher. Et donc on va tomber. Donc c'est pareil pour un test. On doit vérifier qu'il est bien en place. Et pour vérifier qu'il est bien en place, on doit le faire échouer une première fois. Ensuite, le fait que le test échoue ou n'échoue pas, c'est une énorme source d'information. Lorsqu'on écrit un nouveau test et que le test n'échoue pas, bah, il faut se poser des questions. Est-ce que ce que je souhaite implémenter est déjà implémenté ou est-ce que mon test est faux? C'est l'un des deux cas. Donc, soit le test ne sert à rien, soit le test est faux. Donc, si le test n'a pas échoué une première fois, eh ben, on ne fait pas du vrai TDD et on risque de provoquer des bugs sans s'en rendre compte. Et dès que le test échoue, bah, on peut passer à la phase suivante, qui est la phase green. Donc, la phase green est achevée dès qu'on fait passer le test. Donc, dès que le test passe et qu'il n'y a plus d'erreur, pas d'erreur de compile, pas d'exception et pas d'erreur d'assertion, eh ben, on a passé la phase green. Donc, lorsqu'on arrive à la phase green, lorsqu'on est vert, le bandeau est vert dans WX-Unit, le code du projet est stable. Donc, globalement, ça veut dire qu'on peut se permettre de livrer au client. Il faut quand même faire d'autres vérifications autour, mais globalement, ça veut dire que toutes les spécifications, tous les tests que l'on a mis en place, tous ont réussi. Donc, ça veut dire que jusqu'à présent, tout ce qui a été prévu, ça fonctionne. Le test, donc j'en ai pas parlé, mais c'est vrai qu'on peut voir ça comme une spécification. Et donc, une spécification, une fois qu'elle est réalisée, bah, on sait que jusque-là, tout va bien. Les tests sont donc une sorte de petit cahier des charges et lorsque tout le cahier des charges est validé, on peut livrer au client. Donc, dans le développement, on n'est pas obligé de chercher à mettre en place toutes les spécifications du premier coup. Bon, la plupart du temps, lorsqu'on va travailler sur une fonction, on s'attend à ce que la fonction soit complète. Mais il peut y avoir des tests que l'on ne va pas mettre en place tout de suite parce qu'on n'a pas le temps, mais on va pouvoir livrer au client le prévenant, par exemple, que telle fonctionnalité n'est pas en place. Mais du coup, vu que ça sera vert, on sait que ça sera quand même fonctionnel, que le client pourra s'en servir. Tout n'est pas prévu, tout ce qui est prévu n'est pas en place,
Mais par contre, tout ce qui est déjà en place fonctionne. Donc, la phase green doit être très rapide. Mon test échoue, je dois aller droit au but et faire en sorte que le test réussisse. Ça doit être très rapide, si possible en quelques secondes, pour repasser à la phase rouge et à la phase verte, ainsi de suite, très rapidement. Il faut écrire le code minimal. On ne cherche pas à en écrire trop. Alors, ça, c'est quelque chose que j'ai constaté. Il peut arriver parfois que le test, il mette plusieurs étapes à passer au vert. Tout simplement parce que on va écrire arrive au rouge. Il va y avoir une erreur quelconque. On ne sait pas laquelle, par exemple une exception. On va faire passer l'exception. Et juste après, il peut y avoir soit une deuxième exception, soit une assertion qui a planté. Du moment qu'on ne fait pas planter un autre test, c'est des choses qui peuvent arriver. Et du coup, le fait que l'erreur, le résultat du test change, c'est un feedback qui nous permet de savoir si on a avancé ou pas. On va analyser l'erreur et éventuellement, si on est dans la bonne voie, on peut encore modifier le code de production pour passer à une nouvelle à l'étape verte suivante. Donc ça, c'est avec l'expérience qu'on arrive à gérer ça. Dans la mesure du possible, il vaut mieux pas se faire du rouge, du vert que du rouge, 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 vert. Mais ça peut arriver. Et surtout, comme je l'ai dit, on fait le minimum. YAGNI. Vous n'allez pas avoir besoin de ce bout de code. Tant qu'il n'y a pas un test qui vous oblige à mettre un bout de code, vous ne le mettez pas. Si vous dites, tiens, ce bout de code ne sert à rien, vous le supprimez. Si ça ne fait pas échouer un test, eh ben, c'est que le bout de code ne servait à rien. Et dès que tous les tests se passent, on peut passer à la phase suivante, le refactoring. Le refactoring, c'est le domaine que j'adore. C'est toujours très amusant de faire du refactoring avec des tests et de voir les autres développeurs ne pas oser se lancer dans le refactoring. Donc, c'est un domaine que j'aime bien et TDD est vraiment très puissant pour faire du refactoring. Enfin, c'est surtout les tests automatiques qui sont engendrés par TDD qui permettent de faire ça. Mais c'est toujours très agréable de pouvoir faire du refactoring sans se soucier de casser quoi que ce soit. Donc, lorsqu'on est dans la phase refactoring, le code du projet est stable et il doit le rester. On ne doit surtout pas repasser dans un état instable quand on fait du refactoring. Si c'est le cas, eh ben, on fait un retour en arrière, on fait un CTRL-Z. On ne se pose pas de questions. Dans certains cas, on peut faire un hard reset sur Git. On restaure le fichier. Alors, sous WinDev, dans le GDS, on va annuler l'extraction du fichier et on va recommencer. Alors, le refactoring, ça doit prendre le temps qu'il faut. Il n'y a pas de délai pour le refactoring. Certains vont y passer 2 jours, comme d'autres vont y passer 2 minutes. Il n'y a pas de délai. Ça, c'est quelque chose qu'il faut déterminer. L'objectif du refactoring, c'est d'améliorer le code de production et le code des tests. Donc, on refactor et le code de production et le code des tests. Donc, tout ça, ça prend du temps. Il faut le faire, sinon le projet ne va pas tenir, mais il ne faut pas y passer sa vie. Mais il faut prendre le temps de faire en sorte que les 2 codes soient les plus stables possibles. Certains développeurs vont dire, alors je crois que c'est Oncle Bob qui avait dit ça, qu'il va préférer, s'il doit perdre quelque chose dans ses projets, il préfère perdre le code de production que le code des tests. Parce que le code de production ne va pas permettre de reproduire les tests, mais par contre, le code des tests va permettre de reproduire le code de production. Et c'est pour ça qu'il faut aussi prendre soin de ces codes de test. Il faut prendre le temps qu'il faut pour que ça soit un beau code. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que le code de test, c'est une documentation de votre projet. Il documente votre projet. Si vous avez des tests qui sont bien écrits, ben vous savez comment fonctionne votre projet sans forcément rentrer dans le code du projet. Donc, le refactoring doit apporter de la valeur. On se fixe un objectif quand on refactor. Tout ça, il faut bien se fixer cet objectif parce que sinon, on peut passer des heures, des jours. Si vous êtes comme moi, vous adorez refactorer, vous pouvez passer une semaine
améliorer une petite ligne de code. Donc, il faut se fixer un objectif pour ne pas dépasser. Et dès qu'on a atteint nos objectifs dans le refactoring, on peut repasser à la phase suivante, qui est RAID, et on repart pour un nouveau cycle TDD. Voilà. Est-ce que vous avez des questions? Pas de questions? Bon, on peut continuer. Alors, utiliser la méthode TDD avec le kata FizzBuzz. Donc, là, tout simplement, on va utiliser le kata FizzBuzz. Alors, je pense que la plupart d'entre vous devez le connaître. Le kata FizzBuzz, c'est un petit exercice que l'on donne souvent aux développeurs pour vérifier s'ils savent résoudre un problème d'algorithmique. Et il s'avère que avec TDD, ça se présente bien pour l'utiliser avec TDD. Donc, tout simplement, le kata FizzBuzz, donc moi, je simplifie un petit peu. Normalement, ça doit retourner une liste de nombres qui vont de 1 à 100. Dans mon cas, moi, je préfère faire juste la fonction FizzBuzz. La liste en soi ne m'intéresse pas trop. Donc, la fonction FizzBuzz, c'est une fonction qui, on va lui passer un nombre entier. Et ce nombre entier, et ça va nous donner un résultat en fonction de ce nombre entier. Si le nombre est divisible seulement par 3, est divisible par 3, on va le remplacer, le résultat va donner Fizz. Si le nombre est divisible par 5, le résultat, ça va être Buzz. Et si le nombre est divisible par 3 et 5, alors on va recevoir FizzBuzz. Et dans les autres cas, on va retourner le nombre sous forme de chaîne de caractères. Ah, petite faute. Donc là, il y a un petit lien vers Coding Dojo, c'est là où j'ai pris où j'ai pris l'énoncé. Alors, donc là, on va aller dans WinDev. Je vais ouvrir mon projet. Kata FizzBuzz. Donc, je me suis préparé un petit environnement vierge de test. Alors, donc, je ne vais pas utiliser TU First Test, je vais utiliser TU FizzBuzz. Alors là, je suis déjà dans le cycle TDD. Je n'ai même pas encore commencé à écrire mon test que je suis dans le cycle TDD. Là, vous voyez que TU FizzBuzz, il est en rouge. Là, le compilateur est en train de me dire, attention, tu es en train de travailler sur une classe qui n'existe pas, ton test a échoué. Donc, tout simplement, je vais créer mon test. J'en ai pas besoin. Donc, je copie mon nom, CTRL-N, classe, CTRL-V. Donc, là, j'essaye aussi de mettre en place un workflow où j'utilise le moins possible la souris pour gagner du temps. TDD m'a permis à gagner du temps et je me suis vraiment spécialisé pour essayer de passer le moins de temps enfin, pour être le plus rapide possible. Donc, je me suis efforcé à apprendre la plupart des raccourcis WinDev. Et donc, il n'y a pas de méthode permettant de créer facilement des éléments dans WinDev comme dans les autres IDE. Donc, j'ai appris le raccourci CTRL-N qui est très pratique, qui permet de tout créer. Et avec les flèches, on peut se déplacer dedans pour créer les éléments qui nous intéressent. Donc là, je vais faire… Alors, on reste en TDD. J'ai mon test… là, je suis repassé au vert puisque j'ai corrigé, j'ai créé l'élément TU FizzBuzz. Maintenant, je vais lancer mes tests. Mes tests n'ont pas encore été lancés, mais j'ai déjà un feedback. Bon, celui-là, j'ignore en général, mais c'est pour vous montrer la démarche de TDD. Donc là, il me prévient que ce n'est pas un test case. Donc, je vais aller rajouter mon test case. Et je reteste. Donc là, mon test passe au vert. Donc ça, c'est quelque chose de très important en TDD, c'est de vérifier tout le temps que notre système de test est en place. Souvent, ça m'est déjà arrivé de voir des développeurs qui commencent à écrire tous leurs tests et puis ça ne marche pas. Leur test échoue, donc ils essaient de le faire passer, mais ça ne marche pas. Pourquoi? Tout simplement parce que le framework de test n'est pas en place. Et du coup, ils ont commencé à écrire du code, mais ils avaient déjà un premier problème à résoudre, celui de faire marcher le framework de test. Et du coup, c'est du temps perdu parce que là, ils se retrouvent déjà avec 2 problèmes à résoudre à la suite. Donc,
prenez le réflexe tout le temps, lorsque vous travaillez en TDD, bah, vous lancez votre framework de test à vide et vous vérifiez qu'il fonctionne. Donc maintenant, je sais que mes tests fonctionnent. Je vais pouvoir commencer à implémenter ma fonction FizzBuzz. Donc, je vais réfléchir, quel est le cas de test le plus simple? Quelle est la chose la plus simple que je peux faire? Donc, je rappelle, FizzBuzz, si on a un nombre multiple de 3, on renvoie Fizz, multiple de 5, on renvoie Buzz, multiple de 3 et 5, FizzBuzz, et dans tous les autres cas, on va renvoyer le nombre lui-même. Et bien, je vais partir sur le cas le plus simple, c'est-à-dire renvoyer le nombre lui-même. Et je vais donc écrire mon test, que je vais appeler should return number. Donc, ça veut dire que je m'attends à ce que ma fonction me renvoie le nombre. Donc, la nomination des tests, le nommage des tests est très important. Il faut dire ce qu'on va faire, il faut expliquer le test. Il ne faut pas dire le comment, mais il faut dire ce que l'on fait. Donc là, je pourrais dire FizzBuzz return number. Donc ça, c'est quelque chose qui arrive avec l'expérience. Je pense que moi-même, j'ai encore des améliorations à faire au niveau du nommage de mes tests. Et c'est un éternel débat parce que tous les développeurs qui font du TDD ont leur propre convention pour nommer les tests. Donc, essayez d'être le plus précis possible sur le nommage de vos tests. Et donc, je vais utiliser un assert equal et je vais dire que j'attends 1 pour le FizzBuzz de 1. Voilà, donc là, mon test vient d'échouer. J'étais en phase verte et mon test vient d'échouer parce que FizzBuzz n'existe pas. Donc, je vais créer FizzBuzz. Alors, pour des raisons de simplicité, je vais le créer directement dans la classe TU FizzBuzz. Je ne vais pas le créer ailleurs, sinon je perdrai trop de temps. Donc là, vous voyez, je suis passé, j'ai créé ma fonction, mais j'ai toujours du rouge. Alors, on va remontrer. Vous voyez, on va travailler avec le compilateur. J'ai tellement l'habitude que j'ai ignoré le feedback. L'élément FizzBuzz est inconnu ou inaccessible. Je vois ça, je me demande qu'est-ce qui se passe. Et ben, la première chose à faire, ça va être de créer la méthode. Le compilateur a automatiquement réagi et je suis resté je suis toujours en red. Vous voyez, tout à l'heure, je vous parlais de plusieurs étapes avant d'arriver au green. Là, on est dans ce cas-là. Le traitement FizzBuzz attend plus 0 paramètres et vous en passez un. Qu'est-ce qui se passe? Ah oui, je passe 1 à FizzBuzz. Là, je n'ai pas de paramètres. Je vais mettre mon paramètre. Number is int. J'ai encore un nouveau feedback. L'expression ne renvoie pas de résultat. Il y a un souci. Et oui, j'ai oublié de renvoyer mon résultat. Donc, c'est la troisième étape. Jusqu'à présent, je me suis toujours laissé guider par le compilateur, par le test, pour savoir ce que je devais faire. Là, je sais que je dois écrire un résultat de quelque chose. Maintenant, on va réfléchir. L'assertion doit forcément échouer. Alors, un petit bug de WinDev, il faut revenir au-dessus pour que ça marche. Et là, j'exécute. Mais là, j'ai fait une petite erreur. Mon bandeau est vert. Mon assertion aurait dû être rouge. Alors, en fait, je vais envoyer un mauvais résultat. Je ne me pose pas de questions, je renvoie un mauvais résultat, quel qu'il soit. Si j'attends une chaîne de caractères, j'en renvoie une autre. Je ne me pose pas de questions. Et là, je vois mon bandeau rouge qui s'affiche. Je sais que je vais capturer des exceptions chaque fois que je ne reçois pas un 1. Alors là, je vais pouvoir mettre 1. Et voilà. Donc là, on est repassé au vert. Je vais pouvoir écrire un nouveau test. Alors, je me suis rendu compte d'une chose, c'est que je n'ai pas fait ce qu'il fallait. Mon test était faux. J'attends une chaîne de caractères. Donc, je corrige mon test. Ah ben, ça marche. Mais voilà, on peut toujours faire une erreur. Même si on expérimentait, on peut toujours faire une erreur. Donc, il faut toujours valider son test. Donc, là, cette première étape, donc je renvoie 1. Maintenant, quelle est l'étape suivante?
c'est de vérifier si ça marche pour 2. Et quand je demande pour 2, j'attends 2. Donc là, on voit tout de suite, je n'ai pas d'erreur de compilation parce que j'ai fait tout ce qu'il fallait. Alors, je vais aussi faire une parenthèse parce que là, je suis en train de faire une pratique qui n'est pas forcément… certains vous diront, il ne faut surtout pas faire ça. Je viens d'écrire 2 assert equal pour la même fonction dans le même test. Ça, c'est quelque chose qu'il faut éviter de faire. Je le fais pour des raisons de simplicité dans l'exercice. Dans ce genre de cas, je ferai ce qu'on appelle un test paramétré et je le ferai et je le mettrai en place. Mais bon, ça va compliquer le code, donc je le fais comme ça. Ça, c'est pour les besoins d'exercice. À vous de juger, de jauger quand vous pouvez vous permettre de faire comme ça ou quand vous devez vous obliger à faire des tests différents à chaque fois. Parce que les tests doivent travailler dans un contexte différent à chaque fois. Là, si j'avais un élément global qui était touché par FizzBuzz, eh ben, peut-être que ce FizzBuzz-là, cette ligne-là serait impactée. Donc, ça pourrait poser problème. Il faut toujours qu'un test soit indépendant des autres. Or là, c'est ce que je ne fais pas. Je ne fais pas de test qui soit indépendant des autres dans ce cas-là. Mais c'est un exercice et je suis dans un cas très simple, donc je me permets de le faire. Sinon, le code serait beaucoup plus complexe et ce n'est pas du tout l'intérêt de complexifier la chose. Donc voilà. Donc là, j'attends 2. Je vais vérifier si j'ai ce qu'il me faut. Eh bien, je ne l'ai pas. J'attendais 2, mais j'ai obtenu 1. Eh bien, ça me dit tout simplement que je n'ai pas renvoyé la bonne chose. Qu'est-ce qui contient 2 ? Je peux essayer de mettre 2. Mais si je mets 2, ça ne marche pas. Ce n'est pas 2 qu'il faut. Là, j'attendais 1. Donc là, en fait, on va rendre un petit peu plus générique notre code. On va utiliser number. Alors là, je vais vous dicter une loi de le Bob. Au fur et à mesure que les tests deviennent spécifiques, le code devient générique. Là, j'ai 2 tests qui sont devenus spécifiques. Et pour faire passer les 2 tests, j'ai dû rendre générique mon code. Donc cette technique-là s'appelle la triangulation. J'ai écrit 2 tests. Le premier test est passé, m'a permis de savoir que je devais mettre 1. J'ai triché. Et le deuxième test m'a forcé à mettre la bonne valeur. Et moi, j'aime bien rajouter un dernier test, c'est-à-dire, je mets le 4. Et là, je vais tester et je reste au vert. Donc, je vous en parlais tout à l'heure. Dès que j'ai vert, alors que je viens de rajouter un nouveau test, je me pose des questions. Est-ce que mon test est faux? Non, je ne pense pas qu'il soit faux. Ça veut dire que ma fonctionnalité est déjà implémentée. Donc, le cas du 4 est déjà géré. Ça veut dire que j'ai rajouté assez de généricité à la ligne précédente pour que cette ligne soit gérée. Ce dernier test me permet de savoir que j'ai fini le développement de la fonctionnalité should FizzBuzz return number. Ce test-là est terminé. Donc, j'ai le droit de supprimer ce test ou comme le laisser. Vu que mes tests sont très rapides, je ne me pose pas de questions, je le laisse, ce n'est pas bien grave. Donc, on va passer à la suite. Donc, on a traité le cas où FizzBuzz retourne le nombre entier. On va maintenant passer au cas où FizzBuzz va renvoyer buzz, fizz ou FizzBuzz. Donc, quel est le cas le plus simple? C'est fizz ou c'est buzz, donc le multiple de 3 ou le multiple de 5. Je vais partir dans la suite. Donc, je vais retourner fizz. Should FizzBuzz retourne fizz. Et là, je vais réfléchir à mon test. Dans un cas, je dois retourner number. Dans l'autre cas, je dois retourner fizz. Dans quel cas je dois retourner fizz? Quand c'est seulement un multiple de 3. When number is multiple of 3 only. Alors, je n'hésite pas à faire des noms super longs. Au moins, quand quelqu'un vient voir mon code, vient voir cette procédure de test, il sait que FizzBuzz va retourner fizz quand le nombre est un multiple de 3. C'est du code auto-documenté. Donc, je vais juste en profiter pour renommer ça is not multiple of 3 or
5. Donc là, je réexécute parce que j'ai modifié du code. Donc mes tests passent. Je vais donc pouvoir maintenant implémenter ma nouvelle fonctionnalité. Je teste. Alors, des fois, l'afficheur ne s'affiche pas correctement. Ça, c'est un problème que je devrais régler. Donc, j'attendais FIS, mais j'ai obtenu 3. Donc, effectivement, ce n'est pas en place. Mon test a échoué. Donc, je vais écrire le code de production de la manière la plus rapidement possible. Si je retourne FIS, ça ne marche pas. Ça fait échouer tous les autres tests. Donc, ce n'est pas ce code-là que je dois mettre. Je reviens à l'état précédent. La manière la plus rapide possible pour implémenter la chose, c'est si number est égal à 3, then return FIS. Donc là, je suis allé le plus rapidement possible au vert. J'ai triché, globalement, j'ai triché. Ce n'est pas le code que je vais attendre à la fin du projet. Mais j'ai triché. Je me presse, je vais passer à l'étape suivante. Je fais pour 6. 6 devrait me renvoyer FIS, mais ça m'envoie ici. Donc, ça, c'est passé, j'arrive ici. Donc, il faudrait que pour 6, je rentre dans ce cas-là. Donc là, je vais me dire, je dois être multiple de 3. C'est, je pense, la règle la plus logique. Donc, pour ça, je vais vérifier mon modulo. Et donc là, ça passe. Alors, des fois, on peut faire des erreurs de code. Si j'avais oublié mon égal 0, ma TDD m'aurait dit tout de suite, hey, attention, tu n'as pas écrit le code qu'il faut. Tu n'es pas allé jusqu'au bout. Donc voilà. Et je vais rajouter un dernier test pour vérifier si c'est assez générique. Ça marche, tant mieux. Maintenant, je vais pouvoir passer à la suite. Donc, si c'est un multiple de 5, je vais retourner buzz. Donc, j'attendais buzz, j'ai reçu 5. Eh bien, on va tricher de la même manière. If number est égal à 5, then result buzz. Et ça passe. Donc là, il y a plusieurs possibilités pour écrire la suite de l'algorithme. Je vous laisserai les découvrir si jamais vous faites cet exercice. En général, on arrive tout le temps, enfin, on peut arriver à plein de variantes différentes. Ça dépend de dans quel sens on corrige le code. Donc là, je teste pour 10. Donc là, ça va m'inciter à faire un modulo number, 5 est égal à 0. Donc là, ça passe. Je vais rajouter pour 20, parce que n'oublions pas que 15, ça doit m'envoyer FISBuzz. 15, c'est multiple de 3 et de 5. Donc, je teste pour 20. C'est bon, j'ai ajouté assez de généricité. Alors, là, je suis à un stade où je pourrais peut-être refactorer mon code. Donc déjà, ici, j'ai deux lignes qui se ressemblent. Ça signifie quoi? Elle n'est pas très lisible. Je répète ici, tout simplement, c'est fonctible. Off. Alors, je vais juste créer ça déjà pour commencer. Je crée ma méthode. Donc, j'ai fait un copier-coller. Donc, là, ce que je viens de faire, ça s'appelle un extract méthode. WinDev ne gère pas vraiment le méthode. Il essaie, mais je vais je copie le code que je vais envoyer. Donc, je vais demander number is int. Là, je me laisse guider. Il me dit, alors, petit raccourci très utile dans ce genre de cas, c'est F12.
il me dit ici qu'il manque un paramètre et que je n'en pas 0. Donc, je vais passer number. Donc, ça passe. Je me dis, je peux utiliser aussi cette méthode-là. Is multiple of. Je vais passer number. Ça échoue. Je peux utiliser. Pourquoi? Parce que si je regarde attentivement, ici, j'ai 3. Je n'ai pas mon diviseur. Donc, je crée le divisor. Il me dit qu'il manque ce champ. Divisor is int, F12. Et donc là, le divisor, c'est 3. F12. Le divisor, c'est 5. Donc, voilà. Donc là, j'ai refactoré mon code pour le rendre un peu plus lisible. Is multiple of est beaucoup plus lisible du lot. Quand quelqu'un vient ici, il se dit, ah bah oui, je comprends, il a voulu exprimer l'idée que c'était un multiple d'un nombre et pas autre chose. Donc voilà, j'ai fait ce refactoring. Je vais aller un petit peu plus loin. Je vais dupliquer ces 3 lignes. Is multiple of 3 and 5. Excuse-moi, Jonathan. Ça fait Oui. bientôt 2 heures que tu présentes. OK. Il faudrait qu'en fait, tu clôtures assez bientôt, on va dire. OK. De toute façon, c'est la dernière chose que je présente, FizzBuzz, et ensuite j'ai terminé. OK, merci. Donc, j'y vais un petit peu plus vite. Donc, FizzBuzz. Alors, je vais mettre is multiple. Alors, ça m'a un peu perturbé. En gros, je vais vérifier si c'est un multiple de 15. Je vais copier-coller mon code. Alors, il me manque ça. Donc là, ça passe. Donc, si je vais mettre 30, ça va passer. Et voilà, donc j'ai écrit mon code FizzBuzz. Donc, on peut encore faire du refactoring, mais bon, pour les besoins de la réunion, je vais arrêter là. Donc voilà, je me suis laissé guider par TDD pour écrire ce code-là. Alors. Donc, déjà, vous avez des questions. On a vu une petite introduction à TDD. Il y a encore beaucoup de choses à dire sur TDD. Il y a énormément de choses à apprendre. Ce qui est intéressant, c'est que dès qu'on sait maîtriser le cycle TDD, les 3 lois de TDD, on peut directement l'appliquer. Mais ensuite, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a beaucoup de choses à apprendre. Donc, il y a beaucoup de littérature, beaucoup de choses à lire. Et ce qu'il faut aussi savoir, c'est que dans la communauté PCsoft, il y a énormément de choses à faire pour TDD. Le WXUnit peut être amélioré si seulement il y a des utilisateurs qui s'y intéressent. Voilà, vite à vous exercer. Exercez-vous plusieurs fois, au moins une fois par semaine. C'est là où on gagne en compétences très rapidement. On apprend beaucoup de choses. Quand on fait du TDD, on apprend donc le TDD, mais aussi le refactoring. C'est une compétence qui est très pratique et que l'on ne maîtrise pas tout le temps. Donc, TDD, c'est bien pour ça. Donc, comme j'en parlais tout à l'heure, la fabrique logicielle, on peut utiliser WXUnit avec la fabrique logicielle. Donc, c'est encore en cours d'exploration, mais on peut l'utiliser. Et puis, donc là, je suis en train de travailler dessus. Je suis en train d'essayer de mettre en place la Clean Windows Architecture qui s'inspire de la Clean Architecture et de l'architecture hexagonale. Donc, elle est parfaitement adaptée à TDD. Et donc, ça nous permet de développer sans se soucier de l'infrastructure, de l'IHM, ça, et de tester chaque chose de l'étude. Mais j'espère prochainement pouvoir vous proposer des choses intéressantes à ce niveau-là.
Voilà, donc je vous propose, si vous le souhaitez, de garder le contact. Donc, si vous avez des questions sur TDD ou WX Unit, vous pouvez me contacter sur le Slack WX Community, il y a un lien normalement dedans, ou vous pouvez m'envoyer un mail à contact@itresa.org. Voilà, bah, je vous remercie pour l'attention et merci du temps que vous m'avez accordé. Bonne soirée à tous. Et voilà. Alors, bah, merci, merci pour ton intervention. Ouais, désolé, j'étais un petit peu long. Je savais, vu qu'on avait commencé plus tard, je pensais que j'avais les 2 heures, mais j'aurais dû partir sur 1h30 en fait. Ouais. Bah, en fait, la plupart des speakers, ils présentent sur 1 heure. Parce que Ah, 2 heures, d'accord, je ne savais ça pas. fait quand même très long. Ça fait très long, 2 heures. D'accord, je savais pas, désolé. Mais c'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal. C'est Surtout pour déjà du pas Windows. mal. On en a perdu un ou deux, je ne sais plus. On en a exactement. perdu 2, ouais. On en a perdu 2, ouais, sur le chemin. Ça venait long. Oui, désolé, j'aurais dû. Je m'en suis pas rendu compte et j'ai pas vu que j'ai qu'un seul écran, j'ai pas vu les messages qui ont été envoyés. J'aurais dû, Ouais. t'aurais dû me couper plus tôt. Tu es passionné. Voilà. Bon, bah, c'est super, en tout cas. Merci. Ah bah, c'est un plaisir. J'avais 2 questions pour toi, Jonathan. Oui. Allô? Ah, on t'entend plus. Naël? On t'entend pas, Naël. Naël. Bon. Celui-là, maintenant, on t'a entendu? Ouais. Bon. Bon, ben, dommage. Peut-être sur l'autre truc dont tu parlais tout à l'heure, Alexandre. Ouais, on peut passer sur l'autre. Bon, en même temps, si on n'est que 4, je ne sais pas s'il y aura d'autres personnes. Ouais, après, ça dépend si les gens ont envie de regarder ou pas. Y aller. Alors. Alors, ouais. Non, il n'y a pas de mock dans WX Unit. Techniquement, c'est impossible de faire des mocks par réflexion dans WinDev. Ensuite, tu peux programmer tes propres mocks. Moi, personnellement, je préfère nettement les stubs. J'utilise des stubs et des fakes plutôt que des mocks. Ouais, ça, c'est vrai, c'était une question qu'on avait, Naël et moi. Justement, quand on voulait faire du TDD. Dans le classiste, celui que tu as présenté, on n'utilise pas de mock. Si tu veux faire du TDD mocké, bah ça, c'était la grande question. Est-ce qu'il y avait un outil de Non, mocking? techniquement, je ne pense pas que ce soit possible d'en faire, sauf si PCsoft décide d'en faire un. Vu que la réflexion, tout ça, euh, c'est trop léger. On n'a pas accès à tout. Donc, moi, perso, je préfère les stubs et les fakes. Mais en fait, je n'utilise pas le classiciste. J'utilise plutôt ce que fait Ian Cooper. Donc, je fais d'outside in, mais je pars des use cases. Et au lieu de moquer, je stub. D'accord. Et pour WX Unit, plutôt que d'utiliser WinDev, bah déjà parce que moi, je constate des bugs quand je testais. Je n'avais pas tout le temps mes résultats du premier coup. La vitesse, perso, dans mes projets, m'a vraiment fait ralentir. Alors, je ne sais pas si tu fais du TDD comme moi ou tu lances tes tests toutes les 30 secondes. Mais là, l'exemple que j'ai montré tout à l'heure, 20 secondes, c'était trop, surtout quand on a énormément de tests. Et puis, le fait que des fois, dans le code du test, je sois en lecture seule, ça me faisait rager. Donc,
Donc, pour toutes ces raisons, je suis passé à WX Unit. Et surtout, je peux le faire évoluer comme je veux. Mhm. Je n'attends pas PC Soft pour l'améliorer. C'est clair. Ok. Voilà. Donc, je ne sais pas si vous voulez passer sous Wonder pour pouvoir continuer à partager entre vous. C'est ouvert parce qu'après, moi, quand je sors de Zoom, ça va fermer l'espace. Donc, à vous de choisir, comme vous voulez. Il y a la caméra, il y a tout dedans, mais je ne sais pas, après, c'est un peu tard peut-être, c'est déjà 9h15. Là, pour moi, il est tard, donc je vais les. On va arrêter. On va arrêter. Mhm. Mais Jonathan, je sais où te trouver. Oui, il n'y a pas de souci. Ok. Ben, merci en tout cas à vous pour nous avoir reçus et pour la conf. C'était sympa. Ouais. Ouais. Et puis, désolé pour le temps, je n'avais pas du tout conscience qu'il fallait que ça soit plus court. En Pas de tout cas, souci. merci Alex Pas de souci pour moi. d'avoir organisé ça et ça m'a Ouais. fait très plaisir d'être là. Ouais, merci.